On vous a pas trop manqué? Hey, salut les Nakama, c'est la Trinité d'Ohara. Aujourd'hui, on vous propose notre toute première réflexion qui portera sur le parallélisme dans One Piece. Je remercie d'abord Victisan pour avoir entièrement écrit cette vidéo. Merci à toi. En relisant les différents arcs présents dans l'œuvre, on y a remarqué beaucoup de similitudes. En les analysant, on a pu émettre des hypothèses sur les prochains arcs à venir et ce qui pourrait potentiellement s'y passer. On va donc vous présenter nos idées sous forme de théorie. C'est parti. One Piece comporte deux parties, une partie qui précède l'ellipse des 2 ans, qui va du tome 1 au tome 61, et une partie post-ellipse qui va du tome 61 aux tomes actuels. La première partie de One Piece est divisée en 6 cycles. Tout d'abord, il y a le cycle East Blue, qui sert à exposer les personnages principaux et à introduire toute l'histoire. Il y a le cycle Baroque Works, qui est composé de 5 arcs, l'arc Laboon, Whiskey Peak, Little Garden, Drum et Alabasta. Dans ce cycle, les Mugiwara font leur entrée sur Grand Line et doivent en gros démanteler une organisation criminelle dirigée par l'un des 7 grands corsaires, en l'occurrence Sir Crocodile, qui a pour but de renverser un royaume. Ensuite vient le cycle Île Céleste, composé de 2 arcs, à savoir Jaya et Skypiea, dans lequel l'antagoniste principal, donc NR, tente de détruire l'Île Céleste Skypiea et donc de faire un génocide de Skypiea et de Shandia. Heureusement que les Mugiwara sont là, j'ai envie de dire. Bon, Victi, je prends le relais. Après le cycle des îles Célestes vient le cycle CP9, composé de 3 arcs, Water 7, Enies Lobby et l'arc post-Enies Lobby. Dans ce cycle, les Mugiwara vont se confronter pour la première fois à une institution du gouvernement mondial, dans le but de ramener une de leurs Nakama qui se trouve être Robin. Le 5e cycle, Thriller Bark, permet à nos héros de se retrouver sur une île sombre où ils devront vaincre un Shikibukai, Moria et son zombie géant hyper puissant, Oz. Quant au dernier cycle de cette première partie, le cycle Guerre au sommet, il est composé de 5 arcs, Sabaody, Amazon Lily, Impel Down, Marineford et l'arc post-Marineford. Ce cycle est très différent des autres, outre la séparation des Mugiwara, Luffy va faire son entrée dans une guerre qui oppose la flotte du Yonko Barbe Blanche à la marine aidée des Shikibukai. Son but va être de sauver son frère qui n'est autre que le déclencheur de cette guerre puisqu'il s'est fait arrêter après avoir été vaincu par Barbe Noire et qu'il est condamné à mort. Ce dernier cycle de cette première partie marque la fin d'une ère, celle de Barbe Blanche et des anciens guerriers comme Garp ou Sengoku, et le début d'une nouvelle ère marquée par l'arrivée d'une nouvelle génération composée entre autres des supernovas dans le Nouveau Monde. La première partie du manga s'achève et laisse place à la seconde moitié qui se déroulera 2 ans plus tard. À l'heure actuelle, la seconde moitié est composée de 3 cycles. Le cycle Île des Hommes Poissons qui est composé de 2 arcs, l'arc 2 ans plus tard dans lequel les Mugiwara se retrouvent enfin et dans lequel on redécouvre les protagonistes comme ça avait pu être le cas durant le cycle East Blue, et l'arc Île des Hommes Poissons dans lequel ils se préparent à aller dans la seconde moitié de Grand Line, le Nouveau Monde. Et déjà on peut remarquer plusieurs similitudes avec le cycle East Blue, et plus particulièrement avec l'arc Arlong qui finissait ce cycle. En effet dans cet arc, les pirates hommes-poissons d'Arlong contrôlent toute une île et persécutent les humains qui y vivent. Dans l'arc de l'île des Hommes-Poissons, une bande de pirates hommes-poissons, suivant la volonté d'Arlong, tente de prendre le contrôle de l'île tout en se révoltant face à la tolérance des autres hommes-poissons vis-à-vis des humains. En plus, tout comme l'arc Arlong qui précède l'arrivée des Mugiwara sur Grand Line, l'arc de l'île des Hommes-Poissons précède leur arrivée dans le Nouveau Monde. À la fin de cet arc, l'équipage remonte à la surface et croise un banc de baleines, ce qui fait tout de suite écho à Laboon, la baleine qu'ils avaient croisée au début du cycle Baroque Works lorsqu'ils ont fait leur entrée sur Grand Line quand ils sont passés par le cap des Jumeaux. Les protagonistes font ensuite leur entrée dans le Nouveau Monde, et c'est le cycle Don Quichotte Family qui commence. Ce cycle est composé de 2 arcs. L'arc Punk Hazard, dans lequel les Mugiwara déjouent les plans d'un scientifique complètement taré du nom de César Clown, qui travaille sous les ordres des Shishibukai Don Quichotte Doflamingo aka Joker, et crée une alliance avec le pirate Trafalgar Law dans le but de renverser le Yonko Kaido. Pour cela, ils doivent d'abord éliminer Doflamingo, qui dirige la pègre du Nouveau Monde et qui travaille pour le Yonko en question. Il y a aussi l'arc Dressrosa. Dans cet arc, l'alliance Law-Luffy doit libérer le royaume de Dressrosa du joug de Doflamingo et mettre un terme à ses agissements. Encore une fois, de nombreuses similitudes avec la saga Baroque Works ont pu être remarquées. Tout d'abord, le schéma du cycle est ressemblant. Les Mugiwara arrivent d'abord sur une île qui appartient à l'antagoniste principal du cycle, où il fout généralement bien le bordel, de quoi énerver le grand méchant. Dans le cycle Baroque Works, cette première île où l'objectif du cycle est introduit, c'est Whiskey Peak, une île appartenant à l'organisation Baroque Works où les 100 chasseurs de primes qui y séjournaient se sont fait vaincre par Zoro, de quoi faire un bon gros trou dans cette organisation.
Dans le cycle de la Don Quichotte Family, l'équipage de Luffy arrive sur l'île de Punk Hazard où il découvre l'implication de Joker dans la pègre du Nouveau Monde et réduit à néant son fonds de commerce, ce qui le met, lui et son organisation, en mauvaise posture. C'est d'ailleurs dans ces deux îles qu'une alliance va se former. L'alliance Luffy-Vivi dans le premier cycle et l'alliance Luffy-Law dans le deuxième. Ensuite, les Mugi débarquent sur l'île principale du cycle, Alabasta dans le premier cas et Dressrosa dans le deuxième. Là encore, la ressemblance entre ces deux arcs est frappante. Alabasta et Dressrosa sont deux îles victimes d'un complot, et leurs habitants ignorent les actions des antagonistes principaux et les considèrent même comme des héros. D'ailleurs, les deux vilains pas beaux ont également des gros points communs. Crocodile est un Shichibukai, il veut gouverner le royaume d'Alabasta, il est à la tête de l'organisation Baroque Works, mais reste dans l'ombre et utilise un nom de code, Mr. Zero. Doflamingo, lui, est également un Shichibukai qui souhaite garder le contrôle du royaume de Dressrosa après avoir organisé un coup d'état 10 ans auparavant. Il est à la tête de la Don Quichotte Family et dirige la pègre du Nouveau Monde. Il reste aussi dans l'ombre et utilise le nom de code de Joker. Dans ces deux arcs, les Mugiwara sauvent la famille royale du pays et se lient d'amitié avec la princesse, Vivi pour Alabasta et Rebecca pour Dressrosa. Et dans ces deux arcs, la marine reste impuissante face aux agissements de ces Shichibukai. Smoker et Fujitora n'ont rien pu faire. Et ce n'est pas tout. Que ce soit à cause d'une bombe ou à cause des fils de Doffy, Luffy doit vaincre l'antagoniste sans perdre de temps pour ne pas que le royaume soit détruit. On notera également le fait qu'Ace, le premier frère de Luffy, apparaît pour la première fois à Alabasta, et que Sabo, le second frère de Luffy, apparaît pour la première fois à Dressrosa. Alors oui, la similarité entre ces deux arcs est plutôt flagrante. Maintenant, on va vous parler du prochain cycle qui fait, comme vous l'aurez compris, référence au cycle de l'île Céleste. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais en cherchant bien, c'est pas tout à fait le cas. En effet, si on se réfère à l'arc Jaya, qui introduit le cycle Île Céleste, vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de similitudes avec Zo, et avec du recul, on se rend compte que certains personnages présents dans l'arc Jaya sont réapparus lors de l'arc Dressrosa. Par conséquent, Dressrosa peut être mis en corrélation avec Alabasta, mais aussi avec Jaya. Effectivement, on a pu revoir Bellamy et Burgess dans cet arc, et ce n'était sûrement pas une coïncidence. Et d'ailleurs, le combat qui oppose Luffy à Bellamy se déroule de la même façon. Le parallélisme est toujours important. Les éléments importants de la première partie du manga reviennent dans la deuxième, tout en suivant un ordre chronologique. Bref, à partir de maintenant, on va parler du prochain cycle qui se trouve être la saga des 4 empereurs, qui est pour le moment composé de deux arcs, l'arc Zo et l'arc Whole Cake Island. Et attention, si vous n'êtes pas à jour dans les scans, va y avoir du bon gros spoil des familles. Vous êtes prévenus, let's go. Bien que l'analogie avec l'arc Skypiea du cycle Île Céleste est loin d'être claire, en cherchant bien, on se rend compte qu'il y a quand même des ressemblances avec l'arc Zo. Les deux îles sont légendaires et difficilement accessibles. L'une se situe à 10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et l'autre est continuellement en mouvement, puisqu'elle se trouve sur le dos de l'éléphant Zunisha. On peut rajouter aussi le fait que les deux îles ne sont pas détectables par les logposes. Sur la forme, les îles ont une grande forêt, Upper pour la première, et la forêt de la baleine pour la seconde. On remarquera également la présence de poneglyphes dans ces deux forêts. On peut ensuite déduire que la tribu des Minx fait directement écho au Shandia de Skypiea, car ces deux anciennes civilisations ont chacune un passé tragique. Pour ce qui est de l'arc Whole Cake Island, il fait directement référence au cycle CP9. Ça peut paraître un peu flou, mais le comportement de Sanji correspond exactement à celui de Robin durant l'arc Water 7 et celui d'Enies Lobby. Les deux quittent l'équipage car elles représentent un danger pour la Nakama. Ils essayent tous deux de ne pas les mêler à leurs problèmes dus à leurs origines pour les protéger, mais vont finalement accepter l'aide de Luffy. Dans les deux cas, ce changement de comportement sera marqué par une phrase culte « Je veux vivre » pour Robin et « Je veux revenir sur le Sunny » pour Sanji. Ensuite, on remarquera que les Mugiwara défient physiquement un empereur pour la première fois, tout comme ils avaient défié le gouvernement mondial pour la première fois sur Enies Lobby. On rajoutera que le monde des miroirs de Brûlé nous rappelle beaucoup le monde des portes de Blueno. L'arc Whole Cake Island n'est pas encore terminé et il y aura sûrement d'autres similitudes avec le cycle CP9 et on va d'ailleurs théoriser dessus. Mais avant ça, on notera qu'il y a également des clins d'œil au cycle Thriller Bark, comme on a pu le voir avec la jumelle de Lola ainsi qu'avec le pouvoir de Big Mom. Moria pouvait voler les ombres et les mettre dans des corps et la Yonko peut voler les âmes et les mettre là où elle le souhaite. Y a pas à discuter, le parallélisme est très présent et permet au lecteur d'émettre des hypothèses sur la suite du récit. Et ça tombe bien puisque nous sommes des lecteurs. Bon, on va maintenant passer à la partie théorie de la vidéo. On va émettre des hypothèses sur les prochains arcs en se basant sur l'idée du parallélisme. Après l'arc de Whole Cake Island, il y a de grandes chances que les Mugiwara se rendent sur Wano Kuni, et on pense sincèrement que l'arc pourrait être mis en corrélation avec celui de Thriller Bark. Zoro jouera un rôle central, et il pourrait bien se sacrifier comme il l'avait fait à la fin de Thriller Bark. On se souvient tous de cette scène d'anthologie dans laquelle Zoro endurait toute la souffrance et la fatigue de Luffy, après le combat contre Oz et Moria. La présence d'une scène aux enjeux similaires ne nous étonnerait pas,
De plus, Luffy ne pourra pas vaincre Kaido tout seul. Oui, parce qu'on part du principe que Yonko sera sur Wano Kuni. Il aura besoin d'alliés et en ce sens, le combat entre Kaido et les membres de l'alliance Mugiwara, Earth, Minx, Samurai pourrait bien faire écho au combat entre Rose et les Mugiwara. Ensuite, de nombreux indices laissent penser que Moria pourrait bien prendre sa revanche sur Kaido et pourrait pour cela s'allier avec Luffy. Une telle alliance permettrait à Luffy de se retrouver une nouvelle fois dans sa forme de Nightmare Luffy, comme ça avait déjà été le cas sur Thriller Bark. L'arc qui suit Thriller Bark, c'est l'arc Shabondi. Certains éléments de cet arc pourraient bien faire leur grand retour dans l'arc Wano Kuni. En vue des récents événements, on pense bien sûr à une alliance Law, Luffy et Kid qui avait déjà eu lieu après la vente aux enchères. Dans cet arc, on avait aussi fait la découverte de Silver Rayleigh, aka le bras droit du Seigneur. Ce dernier était le second et le bras droit de Roger et il se pourrait bien qu'on fasse la connaissance de Scopper Gaban, le bras gauche de Roger, pendant ou après l'arc Wano Kuni. Ce personnage aura sûrement un rôle important et aidera les Mugiwara d'une façon ou d'une autre. Ensuite, on imagine mal une nouvelle séparation entre les membres de l'équipage, ce serait trop répétitif et peu intéressant. Néanmoins, un nouvel entraînement n'est pas à exclure. Je prends le relais. Après Samundi, il y avait l'arc Amazon Lily. Cette fois, les habitants de l'île d'Amazon Lily ne sont composés que de femmes guerrières issues de la mythologie grecque. Elles font référence aux Amazones, et leur chef est la princesse Serpent. On s'est dit qu'on pourrait comparer ce peuple au géant d'Erbaf. Pour les habitants de l'île d'Erbaf, nous n'avons pas encore rencontré de femmes de ce peuple, donc on peut en déduire que ce peuple est uniquement composé de guerriers géants issus de la mythologie nordique. Ils font ainsi référence aux Vikings, et leur chef est le prince Loki, comme on le sait depuis le chapitre 858. Ces deux peuples sont donc opposés, et c'est cette opposition qui fait que les géants d'Erbaf correspondent parfaitement au Kuja d'Amazon Lily. L'arc Erbaf serait donc un parfait parallèle avec l'arc Amazon Lily, et les similitudes seraient relevées au niveau de la population locale. Après Amazon Lily, on a eu le droit aux arcs Impel Down et Marineford. Pour être honnête, on doute fortement qu'il y ait une nouvelle évasion de prison ou une nouvelle bataille entre la marine et quelques pirates. Comme elle a été annoncée par Barbe Blanche, Kaido et même Doflamingo, une grande guerre se prépare, et elle serait bien pire que la guerre de Marineford. Rien que pour ça, il y a déjà un parallèle entre ces deux guerres qui se créent. C'est très difficile de déduire la façon dont elle va se dérouler, mais il y a fort à parier que les causes et les conséquences soient plus ou moins similaires, à échelle augmentée bien sûr. Par exemple, Barbe Noire pourrait une fois plus jouer un rôle central. Ça ne nous étonnerait pas qu'il soit à l'origine de la mort de Shanks, comme il est déjà pour Ace. En plus, si le gouvernement mondial est impliqué, la grande guerre se déclenchera, et la marine pourrait bien cette fois perdre. Mais on ne va pas développer plus dessus, parce qu'il se pourrait que ce sujet fasse l'objet d'une future théorie. Bon bah, je pense qu'il est temps de conclure. La plus grande force de One Piece, c'est son scénario. Son histoire est complète, détaillée, originale et surtout parfaitement maîtrisée. L'auteur a réussi à créer tout un univers, une mythologie même. Outre les nombreuses thématiques abordées et les nombreuses techniques littéraires utilisées, comme le foreshadowing par exemple, Oda ajoute à la structure de son scénario des nouveaux attributs comme le parallélisme qui est ainsi utilisé de manière symbolique. Ce parallélisme naît à partir de l'ellipse des 2 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et sur ce, on vous dit à la prochaine.